C'est divers, même en été, varié, parfois inattendu, mais toujours intéressant. C'est la petite rubrique de Chris sur Fréquence 8. Bonjour et bienvenue dans ma petite rubrique. Et au fait, est-ce que vous savez respirer ? Oui, c'est la question que je pose aujourd'hui. Savons-nous respirer ? Récemment, je me suis retrouvé le bras coincé par un support de fenêtre qui tombait et que j'essayais de retenir. Et figurez-vous que ce que j'ai surtout retenu, c'est ma respiration. Le stress de l'urgence et l'impératif de réussir ont provoqué une réaction de blocage du souffle. Ça vous est déjà certainement arrivé de vous rendre compte que pour porter une charge, pousser une voiture, bref, pour faire un effort important, spontanément et sans réflexion préalable, vous vous retrouviez vite à bout de souffle, faute de respirer. Du coup, je me suis posé la question. La respiration est-elle un acte involontaire ou non ? Pour vivre, nous avons besoin d'oxygène, d'eau et de nourriture. Ce sont les éléments essentiels à notre survie. Nous avons en tout premier lieu besoin de respirer. La respiration, elle apporte de l'oxygène dans le sang et transporte le gaz carbonique produit qui doit être éliminé par les poumons. Nos poumons, ainsi que notre cœur, nous aident à respirer de manière inconsciente grâce aux fonctions de notre cerveau. Notre corps inspire de l'oxygène contenu dans l'air et rejette du dioxyde de carbone. Lors d'une inspiration, le corps se contracte, le ventre et la cage thoracique se gonflent, et à l'expiration, c'est l'inverse qui se produit, le corps se détend. L'oxygène inspiré se balade, pourrait-on dire, ensuite dans le corps, procurant de l'énergie et permettant à notre cerveau de fonctionner correctement. Il est rare que nous prenions conscience de notre respiration. Le fait de respirer étant un acte réflexe associé à la vie dès le premier cri du nourrisson sorti du ventre de sa mère. Mais du coup, savons-nous respirer ? Et en fait, nous respirons depuis notre naissance, depuis les premières secondes en dehors du ventre de notre mère. Et pourtant, savons-nous réellement respirer ? Est-ce que c'est vraiment instinctif ou bien pouvons-nous contrôler notre respiration ? Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et écoutez votre respiration. Comment est-elle ? Rapide ou lente ? Forte ou silencieuse ? Fluide ou entrecoupée ? Alors ? Eh bien, nous passons une partie de notre vie quotidienne à mal respirer, voire, pourrait-on dire, à ne pas respirer. Dès que nous sommes en train de faire un effort, notre premier réflexe est de retenir notre souffle et même de nous mettre en apnée. Autrement dit, on ne respire plus pendant quelques instants ou alors on se met à respirer plus vite, ce qui, en réduisant fortement l'amplitude de notre respiration, réduit notre capacité à respirer automatiquement. Cette respiration de mauvaise qualité est d'autant plus préjudiciable pour notre corps que nous la pratiquons quand nous sommes dans des conditions où notre organisme est sollicité, où nous devons faire des efforts et où nous devrions, au contraire, tout faire pour disposer des meilleures conditions d'oxygénation pour être performants et efficaces. Et pourtant, de manière tout aussi spontanée, nous sommes capables de souffler longuement, en particulier avec la bouche, sans pour autant faire précéder cette expiration d'une inspiration au moins égale. Cette expiration, quand nous nous la permettons, est tellement inattendue qu'elle étonne, elle surprend notre entourage, pouvant même être interprétée comme un acte d'impatience ou de contrariété. Des scientifiques se sont posé la question de la qualité de la respiration et des études empiriques ont prouvé que des exercices de respiration permettent de mieux résister aux maladies, face à un virus, notamment la grippe. Intéressant. À Chicago, des chercheurs de l'université de Northwestern ont mis en évidence que le rythme de la respiration influence la mémoire et le sentiment de peur. Eh oui. L'étude, dont les tests ont été réalisés sur des personnes souffrant d'épilepsie, montre que l'inspiration stimule l'hypothalamus, les amygdales et le cortex olfactif. Avoir une bonne respiration permettrait selon eux d'améliorer notre capacité à se souvenir des choses et à réduire la peur et par conséquent à contrôler le stress et l'anxiété. Une autre étude, réalisée par les chercheurs de Stanford cette fois, a démontré qu'un groupe de neurones était directement lié à la respiration. Et lorsqu'on inspire et expire profondément, ces neurones procurent relaxation et calme à l'ensemble du corps. Alors, réapprendre à respirer est-il nécessaire et est-il possible ? La respiration présente la spécificité et l'originalité en tant que réflexe de nous laisser une possibilité d'intervention volontaire. Cela signifie que nous pouvons intervenir sur les différentes composantes de la respiration, fréquence, volume et amplitude en particulier. Nous pouvons reprendre la main, c'est-à-dire faire de cet acte obligatoire, totalement réflexe qu'est celui de respirer, un acte volontaire en le modifiant, en prenant les commandes et en lui imposant le rythme que l'on souhaite. Apprendre à respirer est un acte simple, ne nécessitant pas un entraînement long et spécifique. Mais là, on rencontre souvent une dichotomie entre la respiration dite thoracique ou abdominale.
Comme leur nom l'indique, la respiration thoracique déclenche le soulèvement de la cage thoracique, tandis que la respiration abdominale fait intervenir les abdominaux et le ventre en premier. Prenez à nouveau un instant pour écouter votre respiration. Respirez lentement et calmement, sans jugement, sans forcer la respiration. Que se passe-t-il ? Est-ce que c'est votre ventre qui se gonfle en premier ou bien votre cage thoracique qui se soulève ? Eh bien, qu'est-ce que la respiration abdominale et pourquoi faudrait-il la privilégier ? Ce qui fait défaut à la respiration thoracique, c'est principalement l'expiration. Nous ne vidons pas nos poumons. En expirant plus à fond, on expulse une plus grande quantité d'air contenant du gaz carbonique, c'est-à-dire les déchets que nous avons produits, et nous le remplaçons par de l'air frais, riche en oxygène. La respiration abdominale, elle, est celle qui sollicite la participation du diaphragme, ce muscle qui délimite le thorax de l'abdomen. Cette respiration a des vertus relaxantes importantes, au-delà du fait qu'elle joue un rôle pédagogique en nous apprenant à prendre conscience de notre respiration comme étant un acte complet fait de 2 parties égales et aussi importantes. L'inspiration, qui en dilatant l'abdomen permet de fait un remplissage optimal des poumons. Essayez, vous verrez. Et l'expiration, qui en relâchant l'abdomen décompresse la cage thoracique, entraînant aussitôt une détente au niveau des épaules notamment, mais également à l'ensemble du corps. De plus, la respiration abdominale muscle les abdominaux, le diaphragme ainsi que les muscles du dos. Elle permet également de réaliser des inspirations plus profondes et d'apporter ainsi plus d'oxygène au corps tout entier. A l'inverse, inspirer par la cage thoracique débouchera sur des mouvements plus nombreux des épaules, comme si vous rentriez la tête dans vos épaules en permanence, ce qui peut même provoquer des douleurs de nuque et de cervicale à la longue. Pour conclure, je vous propose d'écouter une professionnelle de la respiration qui est professeure de yoga et qui a eu la gentillesse de venir répondre à mes questions sur le sujet. Bonjour Karine, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, je m'appelle Karine, je suis professeure de yoga en Brocéliande. J'aime pratiquer en fonction des cycles de la nature. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même rythme de vie selon la période de l'année où on est. Donc selon la saison, en automne, on a besoin de ralentir, en hiver encore plus. Voilà, c'est vraiment l'idée de suivre ce qui se passe dans la nature et de l'intégrer aussi dans notre quotidien pour se rendre compte qu'on est lié à ces cycles-là. Et que pour notre santé, il est bien de les suivre, de respecter ces temps de repos. D'accord. Et donc, vous êtes professeur de yoga. Est-ce que vous avez d'autres pratiques ? Alors, je suis professeur de yoga. Je travaille aussi dans l'accompagnement de la personne sous différentes formes. D'accord. Que ce soit dans le yoga ou ça peut être en ce moment en EHPAD. J'ai été aussi auxiliaire de vie à un moment donné. Et j'envisage une formation en AES, auxiliaire éducative et sociale. D'accord. Donc, vous êtes vraiment dans l'accompagnement de la personne, quelle que soit un petit peu la forme que ça peut représenter, quoi. Oui, exactement, oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quel parcours professionnel ou autre, quelles expériences vous ont amené à travailler sur la respiration et le yoga en particulier ? Alors, j'ai découvert le yoga quand j'étais en voyage en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était ma première rencontre avec le yoga. J'allais en Nouvelle-Zélande pour apprendre sur la permaculture à la base. Mais j'ai découvert toute une philosophie de vie, en fait, avec la permaculture, ce qui m'a ensuite fait rencontrer différentes personnes qui étaient dans la spiritualité ou différentes thérapies. J'ai rencontré le yoga en étant bénévole dans un centre et je suis tout de suite tombée amoureuse de cette pratique qui répondait vraiment à tous mes besoins du moment. J'étais une personne très, très anxieuse, très renfermée sur moi-même aussi. Je suis partie en voyage pour aller affronter certaines peurs. La peur déjà de voyager, d'aller à la rencontre des autres. Pour moi, parler en public, c'était ma plus grosse peur. Et grâce au yoga et à toutes ces techniques, j'ai réussi à apaiser mes anxiétés, mon stress. Et ça m'a aidée, à débloquer beaucoup de mes peurs. D'accord. Vous avez pratiqué combien de temps avant de commencer à enseigner ? Pas très longtemps. En fait, ça s'est fait très rapidement. J'ai découvert le yoga en Nouvelle-Zélande. J'ai commencé une petite pratique personnelle. Ensuite, je suis partie en Tasmanie. Pas dans l'optique d'être prof de yoga à ce moment-là. Je suis arrivée en Tasmanie pour voyager. Et en fait, j'ai été bloquée par mon corps. Je ne savais pas ce qui se passait. J'étais en burn-out ou pré-burn-out. Enfin, en tout cas, j'en étais pas loin. C'est une naturopathe qui a mis le doigt dessus à ce moment-là.
J'ai franchi la porte d'un studio de yoga et j'y suis allée plus de 5 fois par semaine parce que j'avais vraiment besoin de trouver quelque chose pour retrouver mon équilibre, si je peux dire comme ça. Donc, je me suis mise tout de suite à fond dans le yoga et j'en ai ressenti tout de suite les effets. Et je suis devenue fascinée plutôt par ce que je ressentais se transformer à l'intérieur de moi. J'ai voulu approfondir la philosophie de vie du yoga qui me passionnait quand mon enseignante nous en parlait en cours. Elle proposait à ce moment-là une formation longue, soit pour approfondir sa pratique, soit pour devenir prof de yoga. Donc moi, c'était dans le but d'approfondir ma pratique. Et puis, de fil en aiguille, tellement passionnée par ce sujet-là, j'ai continué les formations. Et à un moment donné, en étant dans un centre de yoga où je vivais pendant 4 mois et demi, on m'a mis sur le tableau l'emploi du temps des profs. Et voilà, j'ai commencé à enseigner comme ça. D'accord. Okay. Voilà. Et que pouvez-vous nous dire sur votre pratique de respiration déjà? Est-ce qu'il y a une différence entre votre pratique pro en tant qu'enseignante et naturelle? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, quand j'enseigne, c'est pas ma pratique. J'accompagne les autres. Donc, je ne pense pas à ma respiration quand j'enseigne. Voilà. Je suis vraiment là pour accompagner le groupe. Et donc, je montre certaines postures, pas tout le temps. Mais je ne pense pas à ce qui se passe dans mon corps et dans ma respiration. Je suis là pour les autres. Donc, ma pratique personnelle est complètement différente. Quand je suis dans ma pratique personnelle, c'est pas pour la montrer. C'est quelque chose d'intérieur. Voilà. Donc, dans ma pratique personnelle, là, je suis connectée à ce qui se passe dans mon corps, au rythme de ma respiration et aux besoins qui viennent en lumière pendant ma pratique. Donc, il y a en quelque sorte une pratique, personnelle et une pratique professionnelle de votre respiration. Ma pratique personnelle, je peux la partager ensuite à mes élèves, mais je ne suis pas dans ma pratique personnelle quand j'enseigne. Voilà. Mais je vais enseigner ce que je pratique à la maison. D'accord. Voilà, okay. Si ça fait plus de sens. Oui. Et alors, pour vous, la respiration, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça représente dans votre pratique de yogi et d'enseignant et de prof de yoga? Alors, il n'y a pas de yoga sans respiration. Voilà. Le yoga sans respiration pourrait peut-être être similaire à de la gymnastique. Ça dépend des formes de yoga. Mais voilà, il n'y a pas de yoga sans respiration. Tout est vraiment lié. La respiration, c'est le seul moyen qu'on a d'agir sur le système nerveux. Le système nerveux agit sur la respiration. On le voit quand on est stressé, on se met à respirer plus rapidement. Et la respiration est le seul moyen d'agir sur le système nerveux pour le calmer. Et entre autres, parce que le yoga est beaucoup plus vaste que les mouvements et la respiration, c'est ce qu'on recherche dans notre pratique. Et il y a une fameuse dichotomie, respiration thoracique, respiration abdominale. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Oui. Alors, naturellement, on respire par le ventre. Enfin, par le ventre, c'est pas très bien dit, mais ça donne une image. La respiration abdominale est la respiration naturelle. Quand un enfant va naître, il va respirer par le ventre. On va voir son ventre bouger. Et avec la vie stressante que l'on mène, et puis aussi ces pressions de ne pas faire voir le ventre sortir, on se met à respirer par la cage thoracique. Ouais. Enfin, c'est la cage thoracique qui est plus en mouvement et on bloque le ventre. Donc avec le yoga, bon, pas que, mais je suis ici pour parler de yoga, on apprend à retrouver cette respiration plus naturelle. La respiration par le ventre, ça veut dire qu'on se connecte plus avec son diaphragme, les mouvements du diaphragme. Le diaphragme qui descend à l'inspiration, ce qui fait gonfler le ventre, et le diaphragme qui remonte à l'expire, ce qui fait rentrer le ventre. Et souvent, chez les personnes qui n'ont pas conscience de leur respiration, ça c'est aussi inversé, à cause du stress et du manque d'apprentissage en fait. Donc par la respiration abdominale, on abaisse le diaphragme et on emmène un maximum d'oxygène dans les poumons. Toutes les alvéoles vont être remplies d'air par cette respiration-là. Alors que par la respiration thoracique, on a tendance à respirer par le haut et les poumons ne vont pas se remplir correctement. D'accord. Donc en fait, vous, votre réponse, c'est carrément pas de... Parce que quand j'ai fait quelques recherches, bien évidemment, préalablement à ma chronique, et donc, j'ai trouvé que, alors les uns, respiration thoracique pas bon, ou respiration abdominale pas bon, ou c'est meilleur si. Vous, votre réponse, c'est que c'est carrément la respiration seule thoracique n'est pas naturelle, en fait.
carrément. Non, elle n'est pas naturelle. D'accord. Et en tout cas, elle n'est pas suffisante. C'est la respiration complète yogique, en tout cas, selon les yogis, c'est ventre, poitrine, poitrine, ventre. On remplit tous ces espaces. Voilà. Et alors, j'ai une petite anecdote qui va vous faire sourire. Moi, ça me fait sourire rien que de l'évoquer. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Grand Bleu. Non, j'ai pas vu. Ah, désolée. Alors, il y a un des donc qui concourt pour des plongées de plus en plus profondes. Hein. C'est en gros très schématiquement, il se passe beaucoup plus de choses dans ce film, bien évidemment, mais par rapport à ça, puisqu'ils travaillent la respiration notamment, puisqu'ils y vont en apnée. Et à un moment donné, on voit un des participants qui s'apprête à faire sa grande plongée en apnée le plus profond possible. Et alors, il respire, il bouche une narine, il inspire profondément, il expire profondément, il bouche l'autre narine, il inspire par la narine ouverte, il expire profondément, il bouche, etc. C'est quoi cette respiration qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce que ça a de particulier ? Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même respiration alternée que pratiquent les yogis. En tout cas, en yoga, il y a plein de pratiques différentes de respiration qui donnent différents bienfaits. Voilà. Et donc, cette respiration alternée, ça vient équilibrer. Voilà. Ça permet de retrouver le calme et de retrouver son équilibre. Parce que, alors, l'anecdote, parce qu'ils ont tous un peu leur technique pour emmagasiner le plus d'air. Et celui-ci, justement, qui fait ce truc, a l'air très pro et tout, mais en fait, il tombe dans les pommes. Ah, mince. Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui dit « Ah, il s'est trop oxygéné, en fait. » Ok. Non, là, je ne pourrais pas répondre à ça. Non, c'était une petite anecdote. Ouais. C'était pour, mettre une petite note d'amusement. Eh bien... merci pour cette réponse, parce que je peux vous dire que sur le net, quand on regarde thoracique ou abdominal, on n'a pas de personne, j'ai pas trouvé ce que vous venez de me dire, que à savoir, c'est tout simplement, tout bonnement, la respiration abdominale qui est naturelle à la base et qui n'a pas de dichotomie à avoir. En fait, c'est celle qui devrait être tout le temps en fonctionnement. Et c'est vrai qu'on a le défaut, par exemple, moi je me suis observée ces jours-ci, comme j'étais préparé ma chronique, et je suis en train de forcer sur quelque chose, je bloque tout, je respire plus, je suis là, puis je me dis, mais respire. Voilà, donc effectivement, merci pour cette réponse, parce que j'avais pas réussi à la trouver de manière aussi claire et formelle. Donc sur la respiration. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre ? Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter sur la respiration en particulier ? Je pense que ça peut vraiment transformer son quotidien de juste reprendre conscience des moments, de sa respiration à quelques instants, juste quelques instants dans sa journée. De prendre un petit temps, de se poser, ok, où j'en suis avec ma respiration ? Est-ce que c'est calme ? Est-ce que c'est rapide ? Est-ce que c'est profond ? Est-ce que c'est court ? Est-ce que c'est bloqué ? Voilà, de juste se prendre ces petits temps de conscience et de voir où on en est. Sans parler d'abdominal, thoracique, alterné. Déjà de voir. Est-ce que je me rends compte que je respire ? Et comment ça se passe quand je respire ? Donc, juste commencer par ça, avant d'aller dans certaines techniques. D'accord, ok, oui, c'est ce que je propose en début de ma rubrique. Est-ce que vous êtes sûr de respirer, là, tout de suite ? Voilà, écoutez-vous, ressentez-vous. Et poser les mains sur le ventre aussi, ça peut aider quand on n'a jamais juste pris conscience de sa respiration, de poser les mains sur le ventre. Ça apaise tout de suite, ça permet de sentir ce mouvement-là. Oui, et alors dans le cadre de mes recherches, moi j'ai trouvé quelque chose qui m'a un petit peu étonnée. Il y a un moment donné où il est cité le fait qu'on a souvent tendance, par exemple, on est très capable d'expirer bruyamment, ou quand on en a marre, ou qu'on est fatigué, on fait attention les micros, voilà. Par contre, souvent, cet expire n'est pas précédé, alors c'était écrit comme ça, et ça m'a surprise, n'est pas précédé d'un inspire tout aussi long. Et j'avais l'impression, jusqu'à présent, que pour faire une bonne inspiration, aller vraiment au bout de l'inspiration, comme vous le dites dans les cours de yoga, il fallait d'abord avoir expiré au plus profond pour bien inspirer. On ne peut pas inspirer correctement si on n'a pas expiré d'abord. Alors, quid ? Expirer d'abord, inspirer d'abord quand on veut travailler la respiration. L'œuf ou la poule, D'accord, il n'y a pas de réponse là. Okay. Je pense que ça dépendra des enseignements. Oui, voilà, ça dépendra vraiment différentes écoles, différents enseignements. Moi, je suis pour que chacun s'adapte à ses besoins et à ce qui est le plus facile aussi pour commencer. Donc voilà, si vous ressentez le besoin d'expirer avant d'inspirer, faites de cette manière-là. Et si pour d'autres personnes, c'est plus facile de faire l'inverse, on fait de l'autre manière. Pour moi, personnellement, ça n'a pas d'importance.
Voilà. Ok. Et encore une fois, il y a différentes techniques de respiration pour différents effets. Si on part dans du yoga thérapeutique, moi, je ne suis pas yoga thérapeute, mais les yoga thérapeutes vont vraiment conseiller différentes respirations avec des ratios précis, avec des temps précis pour avoir certains effets selon les pathologies des personnes. Voilà. Moi, dans mes cours, je recherche surtout la simplicité, puisque la plupart des personnes qui viennent en cours sont débutants. Bon, après, on évolue ensemble, bien sûr, mais... j'aime adapter le yoga dans la vie quotidienne. C'est ce qui est important pour moi. Donc vraiment, c'est des respirations basiques que j'emmène en cours sans partir dans des ratios, des comptes, etc. Puisque l'important, pour moi, c'est déjà d'apprendre à être posé avec soi-même, de prendre un temps pour respirer et apaiser le mental, qui est la plupart du temps surchargé, et de pouvoir redescendre après une journée. Alors, dans le cadre de la respiration, je me suis intéressée un petit peu à l'apnée du sommeil, puisque c'est un problème respiratoire. Et je me suis aperçue d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus souvent traité par une machine, en fait, qui leur insuffle en permanence de l'oxygène, ce qui fait qu'ils sont obligés de réapprendre à respirer avec une machine en dormant. C'est pas forcément très pratique, c'est pas naturel du tout. Et donc, ce que je voulais vous demander, c'est, à votre avis, est-ce qu'il est possible de domestiquer, on va dire, l'apnée du sommeil, pour ne pas dire le terme soigné, avec un apprentissage de la respiration particulier ? Là, je pense qu'il faudrait poser la question à un yoga thérapeute. Moi, je ne suis pas assez spécialisée pour répondre à cette question, puisque c'est une pathologie particulière que je ne connais pas. D'accord, ok. Bon, je vous remercie beaucoup. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous n'hésitez pas. Ça va, merci. Ok. Écoutez, Karine, je vous remercie beaucoup. Chers auditeurs, nous allons conclure ma petite rubrique sur la respiration avec l'intervention de Karine, professeure de yoga. Je vous dis à très bientôt et restez sur Fréquence 8. C'est divers, même en été, varié, parfois inattendu, mais toujours intéressant. C'est la petite rubrique de Chris sur Fréquence 8.